Nous revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es québécois, tu es doublage, tu es Palme d'Or, tu l'auras compris, tu es Xavier Dolan. Mégalomane. En même temps, c'est quoi un mégalomane? C'est ça surtout la question. C'est quoi la définition de mégalomane? C'est juste quelqu'un qui a des rêves et qui a des ambitions? Si c'est ça, je suis mégalomane, mais si c'est plus que ça... non. Pour cette vidéo, je me suis entouré du meilleur et surtout du mieux placé pour parler d'un compatriote, j'ai nommé Zanistos. Hey, salut Damien! Je suis bien content que tu viennes me voir pour qu'on raconte ensemble quelques anecdotes sur ce cher Xavier Dolan. Son visage vous dit peut-être quelque chose d'ailleurs. Ben, on me voit dans le trailer de Dark Phoenix qui est sorti récemment, une scène où Michael Fassbender parle et je suis juste en arrière. Xavier Dolan n'a que 29 ans et le monde du cinéma ne parle que de lui. Parce que si ce réalisateur, acteur et scénariste a imposé en quelques années seulement sa vision du cinéma si particulière, c'est parce qu'il est totalement à contre-courant de ce qui peut se faire depuis 10 ans, à des kilomètres des blockbusters hollywoodiens ou des piètres comédies françaises. Si je vous disais qu'il est le fils de Manuel Tadros et de Geneviève Dolan, peut-être ça vous dirait pas grand-chose. Mais si je vous disais que sa passion vient sûrement de son père, qui est depuis plusieurs années ici au Québec le doubleur officiel de Gary Oldman et d'Antonio Banderas, ça change sûrement pas mal de choses. On parle quand même d'un gars qui a déjà 21 ans de carrière. Ouais, 21 ans. Et 6 films réalisés. À l'heure où ses camarades de classe apprennent à lire, lui commence déjà à apparaître dans des spots télévisés. À 4 ans, il apparaît dans des publicités pour les pharmacies Jean Coutu, une chaîne de pharmacie très populaire au Québec. À 15 ans, il écrit une nouvelle qui sera d'ailleurs son premier long métrage 5 ans plus tard, J'ai tué ma mère. C'est le portrait de ce qui sera son sujet de prédilection, la relation qui unit une mère à son fils. Ce film sera sélectionné à la 41e quinzaine des réalisateurs à Cannes, en 2009. D'ailleurs, après la projection, Dolan a reçu une ovation de 8 minutes. C'est énorme. Et il faut pas oublier qu'il a investi lui-même ses économies pour faire ce film et il a recruté lui-même ses comédiens. Ce film a fait à peu près 55 000 entrées en France. Alors, faire beaucoup d'entrées ou en faire très peu, je le répète encore une fois, n'est pas le reflet de la qualité de l'œuvre. Quand on cite Dolan, c'est pour deux choses. La première, c'est l'esthétisme. Ces films sont très reconnaissables, contrairement à d'innombrables réalisateurs yes man qui réalisent en fonction des producteurs sans apposer leurs pattes. Mommy est sans doute l'un des exemples les plus significatifs. Après avoir testé le format 1:1 et le retour au noir et blanc sur le clip College Boy d'Indochine en 2013, Xavier Dolan a voulu retenter l'expérience dans son long métrage. On va quand même parler 2 minutes de ce clip. Dans cette chanson, Indochine dénonce le harcèlement, entre autres, à l'école. Et le clip montre de manière, ok, plutôt violente, ce que la haine de l'autre est capable d'amener. C'est imagé, c'est violent, et le CSA a décidé de censurer le clip et de ne pas le passer à la télévision. Par contre, laisser BFM et autres torchons journalistiques diffuser des images de tueries, de guerre ou d'insultes, là, il n'y a plus personne. C'est grave. Heureusement, cette polémique a finalement donné une plus grande visibilité au travail de Dolan. Ce format, le 1:1, apporte, selon le réalisateur, une amplification des émotions des personnages car le spectateur se focalise sur le protagoniste. Et le passage en 16/9 accentue ce que ressent le personnage principal. C'est une forme de libération, rien n'est laissé au hasard avec Dolan. Le film a reçu une ovation debout de 12 minutes au Festival de Cannes. Et quand on sait que pour certains films, les spectateurs quittent avant même la fin du film. Ce film marque également la 3e collaboration entre Dolan et Antoine-Olivier Pilon. Le garçon est apparu dans Laurence Anyway et dans le clip polémique d'Indochine, College Boy. Et là on va parler de Laurence Anyway, sorti en 2012 en France. Là on est sur du 50-50, un peu comme le reste de la filmographie de Dolan d'ailleurs. Soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas de « ouais, c'est pas mal », non. Quelqu'un qui regarde Laurence Anyways va trouver le film formidable ou nul à chier. Malgré tout, je ne comprends pas pourquoi ce film n'a fait que 100 000 entrées en France. Parce que si ce film est vraiment très long, absolument tous les plans sont nécessaires. Et nécessaires dans le sens qu'ils ne peuvent pas ne pas être. C'est très bizarre la première fois de voir exactement ce qu'on veut voir. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien de surprenant. Je dis que les plans sont d'une longueur parfaite. C'est pendant le tournage de J'ai tué ma mère que Xavier Dolan a l'idée de faire ce film. Durant le trajet en voiture, une des passagères a reçu un appel de son mari qui lui disait qu'il souhaitait devenir une femme. Aussitôt, le soir, à l'hôtel, Xavier Dolan commençait à écrire les premières lignes du scénario. Ce film a reçu la Queer Palm du Festival de Cannes en 2012, qui est un prix qui récompense les œuvres qui traitent du LGBT. Dolan a refusé cet honneur, percevant ça comme un marqueur d'exclusion.
refuser d'accepter la Queer Palm, c'est pour lui empêcher la catégorisation systématique de ce genre de film. Ce n'est pas la première fois que Dolan s'inspire de sa vie pour écrire ses films. Les Amours imaginaires, sorti en 2010, est inspiré d'un road trip que Xavier Dolan a réalisé avec 2 de ses amis, devenus les acteurs principaux de son film. Il est inspiré dans une certaine mesure du film Husband and Wife de Woody Allen. Je connais pas ce film. Ben, il faudrait penser à le voir, hein? Et tu l'as vu toi? Non. Tu me coupes encore une fois pour me conseiller un film que tu n'as pas vu? Ça va chier. Bon, revenons aux Amours imaginaires qui reflètent en profondeur le style de Dolan. En plus de réaliser, scénariser et s'occuper des costumes, il s'occupe du montage final du film. Quand on parle de la patte de Dolan, ben c'est ça. Moins le réalisateur délègue, plus le projet reflètera son idée de départ. Si on ne devait dire qu'une chose à propos de ce film, je dirais qu'il est beau, parce qu'il manie avec élégance des ralentis qui peuvent fixer un instant, un visage ou une démarche. Ce film est super visuel, il est inspiré et surtout c'est une véritable ode à la sensualité. Les personnages sont immergés dans l'esthétisme et les couleurs primaires des années 80 et il va même jusqu'à filmer les scènes de sexe par exemple sous filtre coloré pour mieux en montrer le caractère stérile. Alors on oublie totalement la technique du champ contre champ, on a le droit ici au plan séquence filmé caméra à l'épaule et en panoramique. Il crée une sorte d'immersion dans l'image aux côtés de ses personnages, comme une conversation dans laquelle nous serions présents et silencieux. Il réitère à l'image de son premier film le goût du cadre décadré, extrêmement narratif, contenant toujours ses personnages dans une situation sans issue. À l'origine, ce long métrage n'était pas prévu au programme de Xavier Dolan. Le film devait être tourné en 2009, mais il a été annulé faute d'argent et de temps. Il lui aura fallu 1 an presque jour pour jour après le début de J'ai tué ma mère pour finalement aboutir à Les Amours imaginaires. Personnellement, j'ai découvert Xavier Dolan avec le film Tom à la ferme sorti en 2012. Dolan, il joue encore une fois le rôle principal à l'instar de ses 2 premiers films. Et son père apparaît encore une fois d'ailleurs. Parce que oui, il faut savoir que son père fait un caméo dans presque tous ses films. Et d'ailleurs, Xavier Dolan a tenu à réaliser lui-même la bande-annonce du film. C'est également lui qui a signé le dossier de presse. Et ça, c'est des bonnes anecdotes à compter durant un bon dîner. Dolan prouve non seulement qu'il est un excellent réalisateur, mais aussi un comédien hors pair. Parvenir à une telle maturité dans la mise en scène à son âge, c'est un exploit. Et je dis ça parce que sans déconner, le scénario peut tenir sur un ticket de métro et on est dans une sorte de huis clos qui n'avance pas. Je ne sais pas si j'adore ou si je déteste ce film. C'est censé être un compliment? Mais oui, parce que le parti pris de tourner à la pellicule qui dégueulasse l'image, ça rend le film violent, pesant et malsain. Ce film est soit insupportable, soit génial, et là il faut qu'on parle de quelque chose. On n'est pas dans de la branlette intellectuelle, on est dans du cinéma de genre. Alors oui, c'est pas accessible à tout le monde. On est en pleine relation sadomasochiste, et le thème de l'homosexualité est encore principal. Le slow motion d'une nana qui coupe des carottes sur fond d'opéra italien, c'est peut-être un peu too much, mais c'est ça le cinéma de Dolan. On n'y va pas pour tout comprendre, ni pour se détendre, on y va pour se prendre des baffes. On y va pour voir des personnages névrosés, oppressés, perdus, et on va se perdre avec eux. Xavier Dolan n'a pas de permis de conduire, alors lorsqu'ils ont tourné la scène où Tom est au volant, certains membres de l'équipe technique étaient effrayés parce qu'ils se trouvaient sous le siège arrière ou encore dans le coffre de la voiture. Merci, Zanistos. Merci. Aucun problème. En 2016 sort le film Juste la fin du monde. Que Dolan considère comme son meilleur film. Ce film a remporté entre autres le Grand Prix du Festival de Cannes et 3 Césars, celui du meilleur réalisateur, du meilleur montage et du meilleur acteur pour Gaspard Ulliel. Et pourtant, le film a été hué lors de la projection de presse au Festival de Cannes. Alors je ne sais pas si ça a réellement un lien, mais le tournage s'est déroulé sur 20 jours. Les personnages ne sont restés ensemble que 6 jours, ce qui rend ce film, à proprement parler, bizarre. C'est une overdose de gros plans, on ne respire pas, on est asphyxié par l'atmosphère et les personnages ont de tels caractères qu'ils semblent tous fous. Ce film ne suit absolument aucune règle que le cinéma s'efforce d'établir depuis un siècle. Et je comprends très bien que les avis puissent autant diverger avec cette lenteur, ces monologues et ces échanges silencieux. Mais rien n'est laissé au hasard. Et c'est pas pour rien qu'après la dernière scène du film, les techniciens et les acteurs ont tous éclaté en sanglots, parce que c'était émotionnellement très fort et très touchant. C'est le premier film réalisé par Dolan avec uniquement des acteurs français. Ses précédents films étaient toujours interprétés par des acteurs canadiens ou québécois. Par contre, le film a été entièrement tourné au Canada. Je vous dis ça d'autant plus que les films de Dolan ne sont pas doublés en français de France. Les acteurs ont tous cet accent chelou. De quel accent tu parles? Voilà, et ça peut nuire parfois à la compréhension de tous les dialogues, mais de toute façon, comme je le disais, on regarde pas ces films pour tout comprendre. Voyons, tout le monde me comprend, tabarnak. D'ailleurs, en parlant de doublage, Xavier Dolan devrait vous dire quelque chose. Là où il a excellé avant de devenir réalisateur et acteur,
c'est dans le doublage, carrière qu'il continue d'ailleurs. Pour moi qui a grandi au Québec et qui a écouté des films doublés ici au Québec, eh bien il est une voix vraiment importante dans le doublage. Il a par exemple été la voix de Rupert Grint alias Ron Weasley dans Harry Potter. S'il te plaît, ça ne te gêne pas. Il n'y a aucune place ailleurs, tu vois. Non, non, entre. En passant, moi c'est Ron Weasley. Et moi, Harry Potter. Eddie Redmayne dans Les Animaux Fantastiques. C'est Crédence, c'est ça? Je suis ici pour t'aider, Crédence. Pas pour te faire du mal. Ou encore Peur de Sans Dessus Dessous de Pixar. Vous voulez dire vice versa de Pixar? Quand je dis que personne comprend ce qu'il dit. C'est un ours! Il n'y a pas d'ours à San Francisco. J'ai vu un gars poilu. Il ressemblait à un ours. J'ai les mains moites, j'ai les nerfs à vif. Enfin bref, il a doublé plus de 150 films et séries. D'ailleurs, Dolan est un des porte-parole dans ce domaine et s'est manifesté plusieurs fois contre les décisions que prennent Netflix, entre autres lorsqu'il est question de doubler les séries par des Français ou des Québécois. Parce que le doublage là-bas se casse la gueule et uniformiser le doublage en français de France, ça nuit énormément au doublage au Québec en générant une baisse des contrats. À l'occasion de l'édition 2018 du Festival de Toronto, Dolan a présenté son 7e film, le premier en anglais, The Death and Life of John Donovan, avec entre autres Natalie Portman et Kit Harington. Ce film est déjà sorti au Canada et sortira en 2019 en France, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas vu. Sauf si vous habitez au Canada. D'ailleurs, Jessica Chastain avait un rôle dans le film, mais a été purement et simplement coupée au montage. Il n'y a plus aucune trace d'elle dans le nouveau montage du film. Un choix que Dolan a justifié en disant qu'il s'agissait d'une décision éditoriale et narrative. Elle est en rien relative à la performance de l'actrice. La réponse de l'intéressé ne s'est pas fait attendre. Je t'aime et j'attends avec impatience nos futures collaborations. Le message est assez clair. L'accueil pour ce nouveau film au Festival de Toronto a été plutôt négatif. Il a été qualifié de raté, d'échec et de faux pas. Comme 50% des critiques à propos des films de Dolan. Alors assurément, vous l'adorerez si vous faites partie des 50 autres pourcents. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout à celle de Zanistos parce que c'est très bien ce qu'il fait. Le lien est dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et j'aimerais prendre quelques instants juste pour te remercier, Damien, de m'avoir permis de faire cet épisode-là avec toi. C'est vraiment un grand honneur, j'aime beaucoup ça. C'est la première collaboration que je fais avec un autre YouTuber. Alors j'espère que ça marquera le début de peut-être d'autres collaborations ensemble. C'est toujours un plaisir, ça a été super agréable de tourner cet épisode-là avec toi. Allez tout le monde, abonnez-vous à sa chaîne, c'est vraiment un bon gars puis il mérite plus d'abonnés. Voilà, c'est tout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant, surtout, ne lâchez rien. Bisous.